est circonscrit aux décisions du parquet sénégalais. C'est lui qui définit les champs. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement grave de voir Mbacké Fall revenir, le procureur général du Tchad, revenir du Tchad et disculpant le président Idriss Déby. Ça veut dire donc que tous les faits pour lesquels... Pour le moment, M. Idriss Déby n'est pas dans la procédure. Pour le moment, c'est important. Il n'est pas dans la procédure, il l'a disculpé. Mais pour le moment, c'est important. Hein. Non, mais ça veut dire que, écoutez, il rend un service. Il rend un service, c'est-à-dire que Idriss Déby finance toutes ses affaires. Idriss Déby, le jour de l'arrestation d'Hissène Habré, a célébré cette affaire de façon indécente, je crois que vous l'avez relevé vous-même, qui montre à quel point on est en présence d'un procès politique, où un homme politique tchadien remercie son frère sénégalais d'avoir arrêté son ennemi de toujours. On est en dehors d'un processus judiciaire normal. Mais ça, c'est la récupération politique de C'est un jour chômé, c'est de l'argent. C'est à quel point les juges d'instruction, aujourd'hui, tout le monde est financé, certains Mais est-ce que cette manifestation peut influer sur la procédure? Comment? Est-ce que le fait que nous devions organiser une journée fériée, chômée et payée, ça peut influer sur la procédure qui se déroule ici au Sénégal? Je dis, ça porte la marque de la signification de ce procès. C'est-à-dire que dans une affaire où il n'y a pas encore d'enquête de la part d'un juge d'instruction, le président de la République remercie les autorités sénégalaises pour le service qu'ils lui ont rendu dans une arrestation que j'ai qualifiée de kidnapping, et alors qu'aucune enquête a été faite. Donc ça veut dire que ce que je dénonce là, et ce que j'essaie de vous dire, et c'est la raison pour laquelle je marque ce lien et cette connivence entre certaines ONG et les services tchadiens. C'est-à-dire qu'on est dans des procédures ciblées, comme ils le disent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a un conflit qui se termine, et quand Idriss Déby prend le pouvoir, et qu'on commence à réfléchir sur l'organisation de la justice, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'avoir une certaine connivence avec le procès, et donc on va choisir, il explique, on va prendre cet épisode-là, pas d'autres. On va prendre là où il y a une responsabilité d'Hissène Habré, parce que le reste ne nous intéresse pas. C'est pas le travail d'un procureur, c'est pas le travail d'un procureur objectif. Moi, ce que je sais, c'est que Mbacké Fall, quand il est allé au Tchad, on a la preuve aussi, on pourra vous la communiquer, il fait des déclarations à la télévision publique dans laquelle il dit « Moi, je viens là pour instruire à charge ». Et quand le procureur de N'Djamena lui dit « Mais écoutez, le procureur de N'Djamena, on pourrait penser qu'il est en cheville, on combine avec lui, mais disons, enfin, il est dans le même schéma de poursuite. Il lui dit, mais vous ne pouvez pas faire ça, enquêter à charge et à décharge. Mbacké Fall se plaint auprès du ministre de la Justice, qui se plaint à Idriss Déby, le procureur de N'Djamena, est limogé. C'est-à-dire que comment voulez-vous que le président Hissène Habré accepte un procès, accepte des chambres, où celui qui va participer à la collection des preuves au départ ne fait pas d'enquête, récupère les bribes de faits remis par les services de sécurité ou par Human Rights Watch qui travaille avec les services de sécurité, et que le procureur nous dit, bon, en une semaine, Idriss Déby n'a rien fait, et en plus, tous ceux qui me gênent, je les limoge. Mais si vous êtes dans un procès, vous êtes de la défense, vous avez quand même des droits, vous pouvez récuser les responsabilités ou bien des choses qui ont été collées à votre client avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Alors, pour récuser, encore faudrait-il participer. Je vous ai expliqué que mon problème, c'est quoi? Je vais récuser qui? Je vais récuser Mbacké Fall pour le faire remplacer par qui? Les chambres. Non, les chambres, pour le faire remplacer par un autre procureur. Désigné par qui? Par Madame Touré. Le problème, si vous voulez, c'est que dans des tribunaux internationaux, c'est pas forcément le procureur national qui fait toutes les enquêtes, ça peut être un procureur international aussi. Madame Touré, qui est le patron de l'action publique au Sénégal, désigne celui qui va, elle peut lui-même lui conférer des instructions écrites. C'est le code de procédure pénale qui le dit. Donc Mbacké Fall, il travaille pour Madame Touré, qui travaille pour Macky Sall, elle n'est que l'exécutante de Macky Sall. Le tribunal, c'est un tribunal spécial. Aujourd'hui, le tribunal des chambres africaines, c'est l'Union africaine qui a demandé la mise en place. Madame Touré ne peut plus avoir de mainmise sur le fonctionnement des chambres. Normalement. Mais écoutez, elle a eu une mainmise sur le processus de désignation des magistrats. Désignation, ça ne va pas dire dans des institutions pour le travail. Voilà. Il y a quand même des magistrats, quand même, c'est des gens qu'il faut respecter. Même peut-être les magistrats aussi, eux, faire leur boulot parce qu'ils sont hors de la structure du Sénégal. C'est des chambres africaines. Eh bien, si les procureurs du chambre africaine étaient à ma place, ou les juges d'instruction étaient à ma place, ils vous diraient, nous, on travaille selon les règles du code de procédure pénale sénégalais. C'est-à-dire que si demain matin, Madame Touré veut leur donner des instructions, elle pourra le faire. Si, par exemple, on découvre des faits pendant cette même période qui pourraient impliquer la responsabilité d'Idriss Déby, il va donc y avoir une décision au plus haut niveau pour savoir si, en étant
la poursuite à ces faits-là. Il est évident que Mbacké Fall ne va pas faire de folie. Il ne va pas prendre une décision d'inclure la responsabilité de la découverte d'un fait impliquant directement Idriss Déby sans l'accord de Mme Touré, sans l'accord du président Macky Sall. La loi lui permet, avec les chambres, si la loi de l'article 29 ou 29, si je me rappelle, de l'organisation de digue, si au cours du procès, un chef d'État en exercice est désigné, il sera entendu par la Cour. Bon, il sera vous pouvez entendu par exercer la Cour. ce droit-là, vous, mais en tant qu'avocat. Non, c'est pas moi qui exerce des droits, c'est le parquet qui définit le champ des poursuites. Okay, donc ça veut dire que c'est Mbacké Fall qui définit ce champ des poursuites en accord avec ce ciblage qui a été organisé en collaboration avec les ONG, parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire un procès sur toute la période qui permettrait de comprendre l'histoire de ce pays, de ses guerres, de ses conflits, pourquoi il y a des morts, etc. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent une tête. Et je voudrais faire quand même une incidente sur ce qui se passe au Sénégal. Vous avez posé des questions intéressantes et importantes en essayant d'élargir le débat sur les processus de réconciliation, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe en Casamance ? Vous connaissez Pierre Sané, non pas comme moi, que je ne connais pas, mais vous savez ce qu'il a pu écrire sur la Casamance. Vous savez qu'on a parlé de charniers, vous savez qu'on a parlé de camps militaires sur des charniers, vous savez qu'on a parlé de faire des enquêtes. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense qu'il convient de lever des mandats d'arrêt, qu'il convient de faire des amnisties, qu'il convient d'entrer, c'est Madame Sidibé qui le préconise, dans un comité vérité, justice et réconciliation. Donc ce que je dis, moi, c'est que pour que les Sénégalais comprennent cette affaire, qu'est-ce qui fait qu'en Casamance, si les Sénégalais ont envie de se réconcilier avec leurs frères de Casamance, et si on met en place ce processus, c'est parce qu'on se rend compte que c'est difficile de rentrer dans un processus judiciaire où les uns vont dire « oui mais tu as fait ça, mais toi tu as fait ça, etc. etc. » Et donc il y a un certain nombre de pays qui rentrent dans ce processus. Qu'est-ce qui fait qu'à contrario, le Sénégal s'implique dans une affaire qui est à des milliers de kilomètres avec des gens qui ne parlent pas la même langue, si ce n'est parce qu'il y a quelqu'un au Tchad qui finance ce procès et qui a un agenda politique, puisque Hissène Habré est le cauchemar d'Idriss Déby, et qui veut le casser, et qui aujourd'hui remercie effectivement les autorités sénégalaises d'avoir organisé ce matraquage et cette arrestation, etc. Mais je rappelle aussi que le Sénégal était obligé de faire soit d'extrader Hissène Habré ou de le juger selon la Cour internationale de justice. Donc le Sénégal est obligé de respecter ses engagements internationaux. Alors, je dirais là-dessus que le Sénégal a d'ores et déjà répondu à ses obligations. Puisque je qualifie le jugement rendu en 2000 de jugement. J'ai entendu Mme Moudena quand elle m'a répondu, puisque vous avez aussi respecté l'équilibre. Je suis désolé de vous dire que Mme Moudena ne connaît pas les règles de procédure pénale. Ces jugements ont l'autorité de la chose jugée. Et vous savez d'ailleurs, ce statut est tellement mal rédigé par des gens incompétents qu'ils auraient très bien pu dire qu'en fait, on ne pourrait pas opposer à la procédure des chambres africaines des jugements qui ont été rendus, sauf si c'était des jugements qui avaient des qualifications particulières si Hissène Habré avait été condamné ou acquitté. Or, ce n'est pas ce qui est dit dans les statuts des chambres africaines. On dit simplement s'il a été jugé. Bon, on ne va pas rentrer dans des débats techniques, mais j'ai la démonstration par plein de procédures devant les cours européennes des droits de l'homme et la Cour de justice des communautés européennes que les obstacles de procédure qui empêchent des poursuites empêchent de nouvelles poursuites quand on a rendu des décisions, et que ces décisions, même si ces décisions de classement, même si ce n'est pas le grand procès d'assises qu'on aimerait, empêchent des poursuites et qu'elles ont l'autorité de la chose jugée. De toute façon, c'est comme ça que c'est comme ça que la Cour de la CEDEAO a qualifié ces décisions, et cette Cour a autorité. Les autorités sénégalaises doivent respecter cette décision. Elles ont dit, elles ont autorité de la chose jugée, donc on doit les respecter. On n'est pas dans une procédure assez différente. Les cours internes, nationales, il y a quand même les cours, les tribunaux internationaux qui sont au-dessus de ces cours nationales. Et ensuite, leurs compétences, et les cours, comment on appelle ça, les tribunaux internationaux, leur responsabilité est beaucoup plus étendue que celle des cours nationaux. D'accord, mais comme je viens de vous le dire et de vous le démontrer tout au long de ce début d'entretien, on n'est pas devant une juridiction internationale. On a des juges sénégalais, on a des règles de procédure. Vous considérez-vous que les tribunaux extraordinaires ne sont pas internationaux? Comment les qualifier? Si je pense à des histoires sombres de l'histoire française, on est devant des sections spéciales sénégalaises qui appliquent des principes de rétroactivité. Je pense à des exemples très précis dans l'histoire judiciaire malheureuse de l'histoire de France. On est devant des sections spéciales sénégalaises qui appliquent des principes de rétroactivité par des juges sénégalais et qui appliquent des règlements de procédure qui empêchent les avocats de se défendre.
Voilà tout ce que je peux dire sur cette affaire. Je voudrais maintenant faire un autre développement, si vous permettez, puisqu'on nous interroge toujours sur notre stratégie. J'ai expliqué qu'on n'est pas devant une juridiction internationale. Mais quand même, lorsque l'État sénégalais a mis en place, sur les conseils de la Cour de la CEDEAO, ces chambres africaines, il a donc signé un traité. Ce traité, c'est la Constitution qui le dit, devait être signé par le président de la République. Il devait être ratifié par le président de la République. Il devait y avoir une loi d'autorisation par le Parlement. On devait interroger le Parlement. Je fais une incidente là-dessus. Au Cambodge et en Sierra Leone, on a fait tout le contraire. C'est le Parlement qui a fait tout ce processus. Ce n'est pas Mme Touré et M. Dossou qui, dans un coin de table, vont signer un accord. Cette loi d'autorisation devait être publiée. Et ultérieurement, le président Macky Sall devait prendre un décret de ratification. Ça, c'est le processus. Pourquoi? Parce que c'est la procédure. On est devant une juridiction internationale, donc il faut respecter les traités. Enfin, c'est la Constitution. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On a un article 11 des statuts qui nous dit que c'est le président de l'Union africaine qui désigne les juges. On a un article 90 de la Constitution qui nous dit que c'est le président Macky Sall qui désigne les juges. Donc aujourd'hui, ce que je vous dis, et c'est la raison de cette conférence de presse que j'ai faite tout à l'heure, nous avons saisi la Cour suprême, en qui le pouvoir sénégalais a tellement peu confiance qu'il ne l'a pas interrogé sur toute cette procédure. On a nommé des magistrats qui n'ont aucune expérience internationale, et on n'a surtout pas interrogé le Conseil constitutionnel. Quand on ratifie un traité, on s'interroge, c'est l'article 97 de la Constitution, s'il y a des contradictions éventuelles entre la Constitution... Mais le président peut aussi déléguer les pleins pouvoirs à quelqu'un. ...et le traité. Attendez, je suis là sur la contradiction. Lorsqu'il y a contradiction entre la Constitution et le traité, on doit interroger le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall n'a pas confiance en son Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il n'était pas prudent? Quand la France ratifie la CPI, il y a des problèmes d'immunité, il y a des problèmes de souveraineté nationale. Quand le Sénégal a ratifié le traité OHADA, on interroge le Conseil constitutionnel. Pourquoi dans l'affaire Habré, on fait dormir le Conseil constitutionnel? Donc nous avons attaqué un décret. Le décret par lequel le président Macky Sall se fait harakiri sur ses pouvoirs de l'article 90 de la Constitution et laisse le président de l'Union africaine désigner, il n'y a pas de problème, les magistrats africains, mais y compris les magistrats sénégalais. On est dans une juridiction hybride. Pourquoi le président Macky Sall s'est privé de son droit de désigner les magistrats sénégalais? Cette contradiction-là, nous avons demandé donc à la Cour suprême de saisir le Conseil constitutionnel, c'est obligatoire, et le Conseil constitutionnel doit examiner si oui ou non la Constitution a été violée. Après, on verrait bien si effectivement il y avait bien ce tribunal international. Mais donc nous avons aujourd'hui entamé cette deuxième procédure, différente de la Cour de la CEDEAO, pour faire constater au peuple sénégalais qu'on a écarté le Conseil constitutionnel, tout ça parce qu'on est dans la précipitation, on est dans l'impunité, non pas celle du président Habré, mais dans celle du gouvernement sénégalais. Il a un agenda. Son agenda, c'est celui qui fait qu'on utilise l'argent tchadien en premier pour construire une prison pour celui vis-à-vis duquel on n'a jamais fait d'enquête et qu'on a mis en résidence surveillée pendant 13 ans. Voilà ce que les Sénégalais doivent savoir. Mais est-ce que dans tout ça, vous pensez aussi aux victimes tchadiennes? Celles qui accusent Hissène Habré de les avoir tués, fait tuer leurs enfants. Est-ce que vous pensez à eux? Je pense à toute l'histoire du Tchad. Et je pense à toute l'histoire du Tchad et j'entends parler des gens et les victimes. Vous pensez aux victimes? Écoutez, pourquoi vous parlez de victimes? Je pose la question. Pourquoi vous parlez de victimes? Parce que les gens ont parlé de victimes. Je pose des questions. D'accord. Alors, le citoyen sénégalais, qui n'a pas l'expérience peut-être du procès judiciaire, doit savoir que la victime, c'est la personne dont le nom est constaté dans un arrêt de condamnation. Le président Habré n'est pas condamné, donc il n'y a pas de victime. On enquête sur les faits qui ont été commis entre 82 et 90. Oui, les organisations de droits de l'homme parlent de plus de 1208 personnes décédées, tuées par la DDS et tout. C'est quand même... Il y a une présomption d'innocence. C'est pas une invention de l'esprit qui sort ces genres de choses-là. Mais ça, je ne sais pas. Je pose la question. Je ne sais pas. En 10 ans, qu'est-ce qu'ont fait les services tchadiens? On s'aperçoit que quand ils déposent plainte en 2000, il y a 7 personnes. Il n'y en a pas 40 000, il y en a 7. En 2008, il y en a 14. Aujourd'hui, il y en a 1000. Bon, peut-être que dans 15 jours, il y en aura 2000. En tout cas, il n'y en a pas 40 000. Est-ce que les personnes qui ont déposé plainte aujourd'hui sont les mêmes que celles qui ont été entendues dans la commission d'enquête? J'en sais rien. Il y a des questions à se poser. Nous avons quand même entendu le témoignage d'un Sénégalais, Abdrahman, je pense, Gaï, qui a dit qu'il a été torturé par les services secrets d'Hissène Habré, qu'il est venu témoigner, qu'il a acheté de l'or et tout. C'est faux. Pourquoi? Vous dites que c'est faux? C'est faux parce que, attendez,
Vous savez, moi je suis avocat depuis 34 ans. J'ai défendu je ne sais combien de Sénégalais devant les juridictions pénales françaises, de Maliens, dans des procédures où ces personnalités me racontaient qu'ils étaient victimes de torture, qu'ils étaient tabassés au commissariat de la Goutte d'Or. Donc je ne suis pas venu au Sénégal pour prendre des leçons de droits de l'homme. Ça c'est une chose que je voudrais dire à tout le monde. Mais surtout, je regrette à cette époque de ne pas avoir déposé des plaintes pour crimes contre l'humanité, contre Georges Pompidou, contre François Mitterrand, sur la base des rapports des ONG, de la FIDH et de la Ligue des droits de l'homme, qui disaient qu'on matraque les gens et les Sénégalais dans les commissariats français. Ça veut dire donc que vous pensez que Hissène Habré est là avec son talkie-walkie, on arrête un trafiquant d'or, parce que c'est pas autre chose, qui vient de Bangui avec de l'or, qui est arrêté, non pas par les services secrets, mais par les douanes ou la police de N'Djamena. Il est apparemment tabassé, torturé, c'est lui qui le prétend. Et peut-être qu'il peut le prouver, je ne sais pas. Et vous pensez qu'Hissène Habré est préoccupé par cette affaire? Et Madame Moudena, qui enquête depuis des années, qui fait sûrement un travail remarquable, je ne sais pas, de défenseur des droits de l'homme, mais elle vient vous voir en réponse à mon intervention. Tout ce qu'elle a trouvé à vous dire en l'espace de 10 ans de travail, c'est un Sénégalais qui aurait été victime de torture, qui n'est impliqué dans aucune fraction politique, qui n'est ni membre des factions de Kamungé, ni de Goukouni, etc. Et vous pensez que Hissène Habré, c'est ça le message? C'est-à-dire que ces gens-là travaillent depuis des années, et ils nous amènent un Sénégalais qui a été torturé parce qu'il trafique de l'or? Oui, le Sénégalais, c'est parmi les survivants, ils disent, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, d'accord. Alors qui sont les autres? C'est ce qu'ils disent, mais monsieur Diop... Ils ont des documents. Aujourd'hui, ici, on n'est pas devant le tribunal, on est en train d'expliquer. Voilà. C'est devant le tribunal que vous voulez démonter peut-être toutes ces preuves qui ont été avancées, pour vous qui ne sont pas de bonnes preuves, devant le tribunal, devant les juges. Je dis de façon très claire que je n'ai aucune confiance dans ce que nous racontent les ONG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre dossier, nous constatons que Alioune Tine revient du Tchad, lui qui a combattu pour les droits de l'homme au Sénégal et qui a fait ces voyages que j'ai dénoncés tout à l'heure pour cibler, pour organiser un procès en amont qu'on va récupérer et qu'on va renvoyer devant les chambres africaines. Comme Reed Brody. C'est ça, en fait le problème c'est ça, c'est que ces ONG ont travaillé de concert avec l'État tchadien pour monter un procès en amont qu'on balance au Tchad en application du statut, qu'on balance au Sénégal en application du statut, et grosso modo le procès il est déjà fait. Et en plus moi j'ai pas de pouvoir d'enquête. Alioune Tine, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Tchad, je vous l'ai dit. Récemment, il est devenu médiateur. Il est devenu médiateur dans le cadre d'un conflit opposant le président Idriss Déby à son secrétaire général pour détournement. Il est financé pour ce travail de médiateur, c'est bien normal. Et il sort du Tchad en disant « Oui, mais les prisons tchadiennes sont aux normes internationales. » Je lis ça sur Internet. Alioune Tine qui dit ça, enfin, ça vous choque pas? Ah bon, il a dit ça? Apparemment. Vous avez des preuves, ça? Écoutez, regardez Internet. Brody, il revient... Internet, c'est pas l'évangile. Hein? D'accord, mais enfin, Bible, hein? Il l'a dit, et ça a choqué beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. Madame Moudena, on me dit quoi? On me dit qu'elle est en entretien avec le président Idriss Déby. Elle aussi, elle a son combat. Mais elle entretient avec le président Idriss Déby. Qu'est-ce qu'elle lui raconte? Je ne sais pas. Attendez, juste un exemple là-dessus. Elle doit partir sur Paris. On arrête, la présidence de la République arrête l'avion d'Air France, au point que le commandant de bord d'Air France va déposer plainte. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, comme Brody lui-même, travaillent parce qu'ils ont ciblé la personne d'Hissène Habré dans un concert d'organisation d'un procès où en fait on a une cible et on veut condamner. Donc tout ce qui vous a raconté Reed Brody sur le fait que ça va être un exemple formidable pour l'Afrique, tout ça c'est faux. On sait très bien. Je vous ai déjà dit ça. Il y a 4 ans, on m'a donné, les juristes de l'Union africaine m'ont demandé mon avis pour organiser des chambres continentales pénales. Vous savez qu'ils ne veulent pas la CPI, ils dénoncent. Le président éthiopien considère même que c'est des racistes, etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Total, ils veulent organiser une cour pénale continentale. Ça fait 4 ans que ça dure. Et j'ai interrogé la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle me dit, mais ça fait le va-et-vient entre les experts. Mais ils n'en veulent pas. Et contrairement à ce que prétend Reed Brody, l'affaire Hissène Habré va être le contre-exemple. C'est une mascarade judiciaire. Et vous pensez que pour autant, ça va être la marque par laquelle le président du Soudan, le président du Kenya et d'autres présidents vont être poursuivis? Non. En fait, on a un maillon faible. Qui n'est plus dans l'État. On a décidé de le sacrifier pour faire en sorte qu'on va dire à tout le monde, vous voyez, on est des juges, etc. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord sur les chambres, vous n'êtes pas d'accord sur la procédure. Votre client aujourd'hui est en détention préventive. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on attend avec impatience la décision de la Cour de la CEDEAO.
La Cour de la CEDEAO a pour responsabilité de prendre des mesures provisoires. C'est ce qu'on lui a demandé. Elle va donc prendre une décision en 2 temps. Une mesure provisoire qui consisterait à suspendre les procédures pour dire arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire un procès inéquitable. Arrêtez d'empêcher les avocats. Si la Cour ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Laissez-moi vous répondre. Je vous écoute. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez d'empêcher les avocats de s'exprimer. Arrêtez d'empêcher les avocats d'aller enquêter au Tchad. Arrêtez d'empêcher les avocats, etc., etc. Si la Cour de la CEDEAO nous suit, on va suspendre, on va s'entendre, on va se calmer un petit peu et on va attendre la décision au fond. Et donc à partir de ce moment-là, la justice sénégalaise va arrêter de faire n'importe quoi. Donc, et si la Cour ne vous suit pas? On verra bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, ne me demandez pas, j'ai toute confiance dans la Cour de la CEDEAO, on a déjà gagné une fois. On a gagné une fois et la Cour de la CEDEAO a dit le seul procès que j'imagine, c'est un procès international selon des règles internationales. Je viens de vous démontrer que le Sénégal ne fait rien de tout ça. Je ne vois pas comment la Cour de la CEDEAO, j'anticipe peut-être, pourrait se déjuger. C'est pas possible. Elle a posé les règles et les critères et les paramètres selon lesquels la procédure devant les chambres africaines doit être développée. Madame Touré fait tout le contraire. Donc la Cour de la CEDEAO devrait normalement nous donner raison. Mais je n'en sais rien, vous avez raison, c'est pas moi qui rédige le jugement. Vous avez vu votre client Hissène Habré, qui était un ancien président. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Hissène Habré est un ancien président, comme vous dites, il est un ancien chef de guerre aussi, donc c'est quelqu'un qui a vécu des périodes difficiles dans sa vie, qui a combattu pour son pays. Je voudrais rappeler que pourquoi Hissène Habré fait l'objet d'autant de tracasseries depuis des années. Vous savez, il est un peu à l'image de Lumumba ou de Sankara. Il n'est pas dans le jeu. Et il s'est opposé à tout le monde, y compris à Mitterrand. Donc, c'est quand même un homme d'État qui a libéré son pays. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, le souvenir qu'en ont principalement les Tchadiens, c'est quand même qu'il a battu Kadhafi. Kadhafi qui a inondé tous ces gens-là, qui voudraient voir Hissène Habré jugé, tous ces chefs d'État qui s'entendent à l'Union africaine à merveille, qui refusent qu'on définisse les crimes économiques pour lesquels ils pourraient être poursuivis devant une juridiction pénale continentale. Ils sont très contents de le voir dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent eux et qu'ils ont en fait cassé, à l'image d'autres présidents que je viens, ou assassiné d'autres présidents que je viens de noter, tous ceux qui ne sont pas dans les règles du jeu. Donc il y a un accord entre les Tchadiens, entre à l'époque Kadhafi, les Français, pour qui le Tchad est encore quelque chose de très important. Lui, personnellement, comment il vit cette épreuve? Il la vit difficilement, en ce sens qu'il est en colère. Il est en colère de voir qu'il a été mis en résidence surveillée pendant des années, sans acte judiciaire, sans acte administratif, et qui fait l'objet d'une procédure. Enfin, je veux dire, je crois que vous avez lu la lettre qu'a écrite Madame Habré. Ces personnalités sont là au Sénégal, ils sont accueillis, protégés, et on les traite comme des chiens, ni plus ni moins. Ça veut dire que donc... Il y a aussi une lettre d'une veuve qui a écrit aussi à Madame Habré pour lui répondre aussi. Oui, mais écoutez, la veuve ne dit pas que c'est Hissène Habré qui a tué son mari quand même. Et il faut quand même mettre les choses... Comment? Elle demande justice pour... Elle demande justice, mais c'est ça le problème. C'est que, comme votre exemple de Sénégalais, qu'il y ait une grande procédure pour un tribunal pour le Tchad, etc., on peut comprendre. Mais pourquoi ces gens, pourquoi votre Sénégalais-là vise non pas celui qui l'a torturé, mais Hissène Habré? Qu'est-ce qu'il a contre lui? Qu'est-ce qu'il a comme preuve? Vous pensez que Hissène Habré était avec un talkie-walkie en train de prendre des mesures contre votre trafiquant d'or sénégalais? Non. Donc, ce que je dis, c'est que vos prétendues victimes, là, sont des personnalités que je ne connais pas, qui seront qualifiées comme telles au terme du procédure, mais pour l'instant, je dis qu'il n'y a pas de procès équitable. Donc il n'y a pas de procès, donc il n'y a pas de victime. Et tout ce que je vois, c'est qu'il y a uniquement une immense présomption de culpabilité contre quelqu'un que l'on poursuit, contre qui on s'acharne, alors qu'il n'y a pas d'enquête, qu'on a mis en résidence surveillée, qu'on a privé de tout droit. Et je peux vous dire, puisque vous vous intéressez à la personnalité d'Hissène Habré, les conditions dans lesquelles il vit aujourd'hui. On va le voir à la maison d'arrêt, on n'a pas d'endroit pour discuter avec lui.
On est reçu dans un endroit, on est sur des tabourets avec 2 gardiens à côté. Il n'a pas les moyens de lire les documents qu'on lui transmet. Il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas de protection de l'avocat. On n'a pas eu donc accès au président pendant sa garde à vue. Donc en fait, on est dans des conditions de défense extrêmement difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a voulu le faire taire. Pourquoi il est en prison? Parce qu'on veut le faire taire. C'est l'aboutissement d'un processus où il est condamné d'avance. Ça rend difficile la communication. Moi, je suis à Paris, je viens le voir, je pouvais lui téléphoner. Je pouvais échanger des consultations avec lui. Je ne peux plus faire ça. Parce que si j'envoie des documents, ils vont être ouverts. Si je lui remets des documents, on va me l'interdire. On va m'inculper pour transmettre des documents à une personne à l'intérieur d'une prison. On a voulu casser la défense d'Hissène Habré. Okay, et je dis même ici solennellement que je pense qu'il y a aujourd'hui la mise en place de tout un système qui vise à intimider les avocats de la défense. Ah bon? Oui. D'accord. Et j'envoie un message aux autorités sénégalaises. Vous menacez-vous? Je ne dis pas j'ai été menacé. Je dis on est dans un système où on veut faire taire le président Hissène Habré. Et quel est le dernier domino qu'il y a après? C'est l'avocat. Il n'y a plus que lui pour dénoncer ce système-là. On gêne. Et j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui voudraient bien désigner les avocats d'office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on irait chercher dans le barreau du Sénégal des gens complaisants pour assurer la participation à une mascarade judiciaire et pour faire croire que Hissène Habré est défendu. Donc je dis, et j'envoie, je ne vais pas vous en dire plus, et je reviendrai éventuellement si vous me réinvitez pour vous dire plus sur ces affaires-là. J'envoie un message moi-même, puisque je ne suis pas menacé, on m'envoie des messages. Je vous renvoie un message aux autorités sénégalaises pour leur dire de faire attention et de ne pas tenter d'intimider les avocats de la défense d'Hissène Habré. Nous sommes là pour exercer notre travail et en responsabilité, nous prendrons toutes les actions nécessaires pour faire en sorte que ce travail soit respecté et pour faire en sorte que Hissène Habré puisse être défendu correctement dans ce pays. Voilà. Maître François Serre, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe pour parler du procès d'Hissène Habré. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de Hissène Habré, que la semaine dernière nous avons reçu sur ce plateau Maître Ruth Broudi, qui est de Human Rights Watch. Pour l'équipe de l'information, nous avons invité pour parler de ça. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.